Alors un cours sur les capteurs numériques, un tout petit cours, un complément en fait sur les capteurs qui va traiter donc des capteurs tout ou rien et des capteurs numériques. Le capteur tout ou rien, donc de la même façon, il va détecter une position, une température, une pression, une vitesse, une intensité. On peut le faire avec un capteur analogique, sauf qu'on va rajouter derrière un comparateur simple ou un comparateur à hystérésis afin de dire on a atteint la position ou on n'a pas atteint la position, puisque ce sont des capteurs qui donnent deux informations. On a atteint la température ou on n'a pas atteint la température. Et cette détection de seuil se fait de manière plus ou moins complexe, soit avec un comparateur simple, soit avec un comparateur à hystérésis. Après, on peut avoir dans des systèmes programmés des capteurs tout ou rien ou une gestion des entrées tout ou rien un peu plus complexe avec des temps minimums pendant lequel, par exemple, on a eu un dépassement de température pendant tant de secondes et on déclenche et une réponse minimum du capteur. C'est-à-dire que même si le dépassement de température est fugace, par exemple, eh bien, on aura un signal logique qui durera au minimum une seconde, de manière à laisser le temps de voir et de traiter ce capteur. On ne rentre pas dans ce type de choses, mais on voit que même un capteur tout ou rien, qui peut paraître quelque chose de simple, peut finalement aller vers une certaine complexité dans la gestion des événements tout ou rien. On peut également, bien évidemment, avoir directement un système de contact sur une position, un appareil qui va toucher un contact quand il a atteint la position, un bilame avec une température, une pression qui va déplacer une membrane et un contact, etc., une vitesse, une intensité, tout ça. On peut imaginer des capteurs tout ou rien qui sont non pas des capteurs analogiques, mais directement des capteurs tout ou rien et donc qui communiquent avec le système. La mise en forme du signal, ce sont des capteurs donc, qui ont deux états possibles. Comme je l'ai dit, on va avoir une information vraie et une information fausse, donc deux états possibles. Et on va coder ça avec des valeurs 0 ou 1. Alors c'est vrai que communément, on affecte l'information vraie à la valeur binaire 1 et l'information fausse à la valeur binaire 0. Ce n'est pas forcément le cas. On a deux logiques, la logique positive et la logique négative, où on va déterminer si l'information vraie est à 1 et l'information fausse à 0, ou l'inverse quand on est en logique négative. Alors le choix du type de logique, il peut être technologique, la technologie fait que ça marche mieux, ou c'est plus fiable, ou c'est plus simple quand c'est comme ça, ou sur des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que quand on a un capteur tout ou rien, qu'est-ce qu'il raconte le capteur quand le système est à l'arrêt ou lorsqu'il n'y a plus d'alimentation, et cette information donc qui n'est plus l'information du capteur mais qui est l'information délivrée par défaut lorsque le capteur ne fonctionne plus, est-ce qu'elle peut être dangereuse pour le système? Et donc ça peut amener à des choix de type de logique qui sont, a priori, on peut se demander pourquoi. Quand on réfléchit à ce qu'il passe si le capteur est à l'arrêt, à ce moment-là, on comprend qu'il peut y avoir danger. Voilà, alors rapidement, on peut mettre ça sous forme de petits chronogrammes. Donc voilà une logique positive, information fausse, information vraie. Il y a deux états possibles et voilà une logique négative. Là, c'est vraiment pour expliquer des choses simples. Alors, on peut avoir, donc comme je l'ai dit, quelque chose de relativement simple. Ici, un contact fait avec un bilame. Donc, je rappelle qu'un bilame, c'est deux matériaux qui ont des propriétés de dilatation différentes, qui sont collés ensemble. Et quand la température change, il y en a un qui s'étire, se dilate plus que l'autre. Et donc, ça fait une petite courbure. Et on voit que la courbure va permettre d'avoir le contact à ce niveau-là. Donc ça, c'est un capteur tout ou rien. Impeccable. Mais on peut avoir, ici on voit, on a une résistance sensible à la température avec un pont diviseur de tension qui rentre sur un comparateur à hystérésis et la sortie du comparateur à hystérésis pilote un transistor et ce transistor, il va commander une bobine. Voilà, et donc on a bien une information tout ou rien en sortie, mais c'est une information gérée de manière un petit peu électronique avec un comparateur à hystérésis, donc avec deux seuils, et l'information température est récupérée avec un petit capteur analogique.
Alors, le capteur numérique, ça va être un petit peu pareil, sauf que là, on n'a plus une seule sortie, on a plusieurs sorties, on a à nouveau position, température, tout ce qu'on peut imaginer, notre capteur analogique, et on va mettre un convertisseur analogique numérique derrière. Donc, quelque chose qui convertit l'information analogique en une information numérique, et voilà comment on obtient un capteur numérique. Alors, le convertisseur analogique, c'est l'objet du prochain cours, hein. L'autre façon de faire, c'est d'avoir directement un capteur numérique. Alors là, on n'en a pas tant que ça. Ce sont essentiellement des capteurs de position, alors de position angulaire bien souvent, qui va nous donner une information numérique directement. Alors, ce sont des capteurs numériques qui délivrent une information codée en binaire pur ou en code de Gray. Le code de Gray, je rappelle que c'est un code binaire dit réfléchi, hein. Le réfléchi au miroir, c'est sa façon de le construire. On avait vu ça en début d'année. Son intérêt, c'est lorsqu'il avance d'une position, il n'y a qu'un seul bit qui est modifié, hein. Donc ça, c'est une propriété qui est utilisée pour les capteurs de position. Et voilà, on a des codeurs optiques, hein, qui sont soit incrémentaux, soit des codeurs absolus, qui sont les principaux capteurs numériques qu'on utilise. Le nombre de bits définit leur résolution, donc on parle d'un codeur 8 bits, hein, par exemple, parce qu'il a 8 bits de résolution. Il est donc capable de coder 256 valeurs différentes. Et la précision est fixée par la variation de la grandeur mesurée pour un écart de 1 sur la sortie numérique. Donc la question qu'on se pose pour la précision de ce capteur, ça c'est assez logique, lorsqu'il a avancé de 1, c'est un capteur numérique, il ne peut pas avancer de moins que 1, donc lorsqu'il a avancé de 1, de combien l'entrée doit avoir bougé pour faire bouger la sortie. Voilà. Alors quelques exemples de capteurs numériques, je vais terminer sur ce thème, hein, donc on a des capteurs à contact. Alors, juste deux petits mots sur les capteurs à contact sur deux phénomènes. Le phénomène du rebond, c'est-à-dire que quand on a un contact mécanique, et quand on zoome au moment du passage de l'état 0 à l'état 1, on se rend compte que le contact se fait avec des phénomènes de rebond. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans des appareils électroménagers quotidiens. Lorsqu'on a, par exemple, une molette qui est censée incrémenter de 1 à chaque fois, on se rend compte que quand on veut avancer de 1, on a avancé de 5 ou 6 positions. Eh bien, c'est tout simplement que ce phénomène du rebond n'a pas été géré correctement. Et ça va dans les deux sens, hein, que ce soit le rebond. Donc on voit qu'ici, on peut avoir en fait un comptage plus important que le nombre. Ici, on est censé avoir compté une fois, on peut avoir compté 2, 3, 4 fois, 10 fois, si on ne gère pas correctement ce rebond. L'autre chose à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle les tensions. Alors, il ne s'agit pas de retenir les termes, hein, mais quand on a un capteur tout ou rien, ou dans un système numérique, il y a un moment où on considère qu'une information logique, par exemple si on est en 0,10 volts, on dit 0 c'est le 0 logique et 10 volts c'est le 1 logique, jusque-là pas de problème. Oui mais d'accord, 1 volt. S'il y a 1 volt qui se présente en sortie de mon capteur, en entrée de mon capteur ou de mon système, comment va être traité le 1 volt? C'est pas 0, c'est pas 10. Intuitivement, on se dit, oui, 1 volt, ça va être compris comme un 0. En fait, le constructeur définit une tension d'entrée logique minimum au niveau 0 qui sera interprété comme un 0 et une tension d'entrée maximum qui sera interprétée comme un 1. Donc c'est le VIH min, V input I max et VIL min, V input min, low min. Voilà, ce sont des éléments à prendre en compte des fois dans certaines caractéristiques pour vérifier la compatibilité des circuits, parce que de la même façon que quand l'information est donnée 0,10 volts, le capteur il donnera pas pile poil 0 et il donnera pas pile poil 10 volts. Il donnera suivant la charge qu'il y a en sortie, suivant ce qu'on a mis derrière, 9 volts, 8 volts, 9 volts et demi, et il faut donc vérifier quand même que ce 9 volts, ce 8 volts, sera correctement interprété par le système en entrée. Voilà, ça c'était un petit complément un petit peu sur la compatibilité des circuits logiques. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre un montage qui fonctionne et un montage qui ne fonctionne pas. Alors dans les capteurs, c'est notre série de capteurs
comment dire, tout ou rien, hein. On a les détecteurs de proximité, hein, qui nous permettent de savoir si une pièce est présente. Alors on en a de deux types. Les détecteurs inductifs qui vont nous détecter la présence d'une masse métallique, hein, par variation du champ magnétique, et les détecteurs capacitifs qui perçoivent la proximité d'une masse isolante comme du plastique par exemple, par variation du diélectrique, hein. Donc en fonction de ce qu'on veut détecter ou de ce qu'on ne veut pas détecter, on va utiliser un détecteur inductif ou capacitif. Alors là on voit que bien évidemment par rapport au capteur, si on reste à la même distance, eh bien, il ne va pas réagir. Par contre, si on s'éloigne du capteur, eh bien, il y a un moment où il va dire, là, il y a fuite, il y a détection de déplacement, hein. Les capteurs logiques ou numériques, hein, qui détectent la présence d'un obstacle avec un rayonnement lumineux et un récepteur à infrarouge derrière. Alors, infrarouge ou autre d'ailleurs, hein, ça peut être de la lumière visible. Quand on va avoir ce type de détecteur, ce type de capteur optique, hein, lorsqu'il n'y a qu'un seul capteur, on parle d'un capteur logique, et quand il y a plusieurs voies, on parle d'un capteur numérique. Alors le capteur le plus simple, hein, ici, il est livré intégré parce qu'on a l'émetteur et le récepteur l'un à côté de l'autre. Donc là, le fait d'insérer une carte, le fait d'insérer, je ne sais pas, n'importe quoi ici, va permettre de détecter une fermeture, un passage, peu importe, hein. Donc ça, c'est un composant livré tout fait qui donne une information tout ou rien. Il n'y a rien entre ces deux éléments ou il y a quelque chose qui empêche la transmission du rayon infrarouge entre les deux. Donc il est composé en gros d'une diode émettrice généralement infrarouge et d'un phototransistor par exemple. Alors le petit montage électronique, hein, on peut le revoir ici, on va avoir une entrée avec une résistance pour limiter le courant dans la diode tout de même. Le phototransistor, la résistance ici qu'on appelle résistance de tirage, parce que c'est un montage à émetteur qui doit être lié à la masse. Et donc ici, lorsqu'il y a passage de courant, il y a information lumineuse, le transistor devient passant, donc la sortie, elle passe à 0. Ici, mon entrée passe à 1, regardez la sortie, elle passe à 0. Et lorsqu'on arrête, la sortie passe à 1. Ici, lorsque le transistor est ouvert, en sortie, je retrouve VCC. Hein, prenez un petit peu de temps pour réfléchir sur ce petit montage, puisqu'il y a une inversion de la logique ici. Lorsque je mets 1, ma diode est passante, le flux lumineux allume le transistor devient passant, donc la sortie output, elle va toucher 0. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elle ne va pas parfaitement toucher 0, puisque je vais avoir la tension VCE-SAT du transistor tout de même. D'où mes soucis de compatibilité tout à l'heure, vous vous rappelez, etc. Et lorsque ma sortie, mon transistor est ouvert, j'ai ici théoriquement VCC, mais à travers la résistance RL, qui n'est pas d'une valeur faible, hein, parce qu'il faut éviter de griller le transistor lorsque ce transistor est passant, donc on va avoir une résistance ici de plusieurs kiloohms, et si j'ai derrière quelque chose qui tire un peu de courant, je me rends compte que je vais avoir une chute de tension ici, et je ne vais plus avoir obligatoirement VCC derrière. Hein. C'est intéressant de prendre un petit peu de temps pour regarder un petit peu la corrélation. On retrouve ici le TD, le TR, hein, de nos transistors, donc le délai, hein, entre le moment où le transistor est allumé et le moment où il commence à réagir, et le temps de montée ou le temps de descente, hein, T-fall, et puis TS, le retard, hein, à la montée et à la descente. Voilà. Autre capteur extrêmement utilisé, c'est le codeur incrémental. Donc ce capteur, il a 3 voies. Donc il a une piste de signal sur la voie A, une piste de signal sur la voie B et un top 0. Donc on voit qu'il est fait ici avec des petites fenêtres qui sont décalées à peu près d'un quart de largeur de fenêtre, hein. Donc la troisième fois qu'on appelle le top 0 qui nous permet d'avoir donc un positionnement du 0. Voilà. Alors la fréquence est proportionnelle à la fréquence de rotation, donc on peut l'utiliser en capteur de vitesse, hein. Donc pour l'utiliser, on regarde la fréquence du signal. C'est pas si évident que ça d'ailleurs de convertir un signal numérique en tension, hein. Un convertisseur, on appelle ça fréquence-tension. On peut numériquement le faire, hein. On compte pendant une durée déterminée et puis on regarde pendant une seconde combien est-ce qu'on a compté d'impulsion, on en déduit. Mais ça, c'est quand on a un système numérique, de traitement numérique type microcontrôleur.
Alors, si on observe nos signaux et uniquement la voie A, la voie B, je ne m'occupe pas du top 0 qui lui passe à 0 à chaque fois qu'on passe sur la position angulaire dite 0 du codeur. Je vais avoir mes deux signaux qui vont être décalés donc d'un quart de période. Hein, on voit ici que mon signal B est décalé d'un quart de période. Donc ça, c'est le signal en marche avant. Et le signal en marche arrière, eh ben, le signal ici va être présent et, plus tôt que le signal bleu foncé. Alors ça nous permet, eh bien, par exemple, de détecter le sens de rotation par un mécanisme simple. Lorsque mon signal A passe de 0 à 1 et que le signal B vaut 0, ça veut dire que je suis en marche avant. Mais lorsque le signal A passe de 0 à 1 et que le signal B ne vaut pas 0 ou vaut 1, c'est pareil, c'est que je suis en marche arrière. Forcément, si je ne suis pas en marche avant, c'est que je suis en marche arrière. Sachant que si je suis à l'arrêt, il y a assez peu de chances que je vois mon entrée bouger. Hein, donc si je vois mon entrée bouger, c'est-à-dire qu'elle passe de 0 à 1, c'est que je bouge. Lorsque je passe de 0 à 1 et que B vaut 0, je suis en marche avant. Lorsque je passe de 0 à 1 et que B vaut 1, c'est que je suis en marche arrière. Hein, vous voyez que le mécanisme est assez simple. La précision du capteur, c'est le déplacement angulaire pour une impulsion. C'est assez simple à imaginer. Donc si j'ai un capteur avec 200 points, on dit 200 points par tour, il a une précision de 360 sur 200 égale 1,8 degré. Donc ça, on pourrait l'exprimer aussi en radians. C'est vraiment quelque chose, une question simple. Hein. Quelle est la précision de mon codeur ? Précision angulaire. Alors, on peut ramener cette précision à une précision de dimensionnement, de distance, pardon. Si derrière mon codeur, j'ai un système, une crémaillère, un système à engrenage qui vient réduire la vitesse de mon capteur et qui fait, voilà, je fais une petite étude de mon engrenage, de ma crémaillère, et je regarde de combien, lorsque j'ai bougé d'un pas, lorsque j'ai bougé d'1,8 degré, eh bien de combien, au bout de ma chaîne cinématique, ma crémaillère s'est déplacée. Et donc mes 1,8 degrés, ça va devenir tant de millimètres, et ces tant de millimètres, ça sera la précision de mon codeur sur mon système. Une précision qui, cette fois-ci, sera exprimée en une distance. Hein. L'utilisation du capteur, elle peut être vraiment vaste. Hein. On peut avoir un déplacement relatif d'un angle, de combien l'arbre a tourné, hein, ce qui veut dire qu'on compte le nombre d'impulsions. Hein, donc si j'ai bougé, je comptais le nombre d'impulsions, je sais que j'ai 1,8 degré par exemple par impulsion, j'ai bougé de 10 impulsions, donc j'ai bougé de 18 degrés. On peut faire du positionnement angulaire, hein, quelle est la position de l'arbre, donc on compte le nombre d'impulsions à partir du top 0, donc il faut absolument prendre en compte le top 0, donc là c'est plus un déplacement relatif, hein, c'est un déplacement, un positionnement angulaire. Savoir dans quel sens tourne l'arbre, hein, on l'a vu par exemple, ça peut être une information complémentaire. À quelle vitesse de rotation, quelle est la vitesse de rotation de l'arbre? Encore une fois, on regarde la distance entre deux fronts montants, par exemple, la distance temporelle entre deux fronts montants, et j'en déduis la vitesse de mon arbre. Hein. On peut, par un mécanisme assez simple, améliorer la résolution du capteur. Donc lorsque j'ai 200 points par tour, j'ai effectivement ce signal. Si je fais un OU exclusif entre la voie 1 et la voie 2, ici, je me rends compte 0 OU exclusif 0, ça fait 0. 1 OU exclusif 0, ça fait 1. 1 OU exclusif 1, ça fait 0. Et 0 OU exclusif 1, ça fait 1. Et après, je recommence. Et donc ça me donne, vous voyez, un signal dont la fréquence est 2 fois plus élevée que la fréquence précédente. Et donc, en regardant cette voie A ou exclusive B, je passe de 200 positions par tour à 200 impulsions par tour, pardon, à 400 impulsions par tour. Donc, j'ai une précision qui est doublée avec ce capteur. Voilà. Les automates, bien évidemment, disposent des moyens de construire la voie A ou exclusive B à partir des voies A et B. Ce sont des entrées particulières parce que c'est ce qu'on appelle des entrées rapides. Hein. Elles doivent être capables de suivre la vitesse du codeur. Hein. Imaginez une machine qui va à 3000 tours minute, vous avez 200 points par tour, et il faut être capable de suivre ces 3000 fois 200 points par tour.
par minute, hein. Donc, voilà. On va utiliser le codeur absolu, donc là on va parler un peu codeur absolu, qui va cette fois-ci nous donner la position sur un axe et va délivrer un nombre de signaux déterminant sa résolution. Donc lorsqu'on a n signaux, on dit qu'il y a 2 puissance n positions détectées, hein, et donc le code des signaux pourra être soit en binaire pur, soit en binaire réfléchi. Donc on a deux types de codeurs absolus. On a le codeur absolu qui donne un résultat en binaire et le codeur absolu, plus souvent utilisé, qui donne un résultat en code de Gray. À savoir que là, on doit être capable de suivre le bit de poids le plus faible, hein, puisque c'est celui qui bouge le plus vite lorsque l'arbre tourne. Alors voilà les deux types de codeurs que l'on a, et donc on voit par exemple... eh bien, on va avoir notre codeur ici binaire, hein, la position 0, 0, 0, 0. Après, on a 1, 0, enfin 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, etc. Et on voit que plus on avance, donc le découpage, ici, on va avoir un codeur binaire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est un codeur sur 7 bits qui nous donne la position angulaire en binaire. Ici, c'est un petit peu moins évident, mais finalement, on voit l'effet miroir, hein, ou le code binaire réfléchi qu'on regarde. Alors, il faudrait regarder d'un petit peu plus près, mais en prenant un petit peu de temps, on peut voir, ici, l'image n'est pas très bonne, on peut voir qu'on n'a qu'un seul bit qui change au fur et à mesure qu'on tourne la position. Alors pourquoi avoir un codeur en code de Gray? Eh bien tout simplement parce que ce sont des codeurs utilisés pour détecter des positions. Alors, on va donc surveiller l'apparition d'une position particulière. Et si on est en code binaire pur, jamais deux bits ne changent en même temps. Il y aura toujours un bit qui changera avant l'autre. Et donc, on fait apparaître, lorsqu'on passe par exemple de la position 1, 1 à la position 1, 0, 0, là j'ai 3 bits qui changent, et bien je vais avoir tout un tas de positions intermédiaires qui sont susceptibles d'apparaître entre les deux. Et si moi j'essaye de détecter cette position, elle peut apparaître de manière fugace et donc faire bugger mon système. Alors qu'avec un code de Gray, lorsque mon codeur tourne, eh ben, je n'ai qu'un bit qui change et donc je suis certain d'éviter ce genre de problème. Hein, c'est encore une fois la différence entre un système qui marche sur le papier et un système qui ne marche pas dans la vraie vie. Voilà. Et donc finalement les codeurs en code binaire pur sont relativement peu utilisés. On a bien souvent des codeurs plutôt en code de Gray et les automates disposent bien évidemment des outils de conversion pour passer du code binaire au code du code de Gray au code binaire, ou voilà, pour faire toutes les conversions nécessaires. Voilà, c'était un petit mot sur l'ensemble des capteurs numériques et analogiques pour les cours précédents utilisés dans les concours. Donc il n'y a jamais énormément de questions sur ce thème, 3-4 questions, et ça couvre un domaine extrêmement large, mais ça reste des choses plutôt simples.